Bonjour à vous voyageurs. Vous est-il déjà arrivé de vous poser des questions existentielles sur ce qu'il vous arrive au quotidien, sur votre environnement et peut-être même sur les personnes qui vous entourent? Aujourd'hui, nous allons aborder la fameuse théorie de la matrice et donc de la réalité simulée. Nous allons voir les origines de cette théorie, ce que cela implique. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un, quelque chose, un ordinateur qui contrôle toute cette réalité autour de nous? Et surtout, essayer de se poser la question de savoir si cela peut éclairer des événements étranges, paranormaux, qui se passent et dont nous parlons assez souvent dans les vidéos. Mais avant toute chose, soyez les bienvenus sur ma chaîne La Carte du Surnaturel. Je m'appelle Marie-Élise, j'étudie les lieux étranges et j'enquête sur les mystères de notre planète. Allez, c'est parti! Alors avant de commencer, je dois faire un mea culpa et un disclaimer. Le disclaimer, c'est que nous allons aborder aujourd'hui la théorie de la matrice. J'en ai déjà parlé 2 fois dans mes vidéos précédentes. Je vais aussi en reparler la semaine prochaine à l'occasion d'un interview avec Damien de la chaîne La Séance de Minuit. C'est un sujet qui nous passionne et qui, selon nous, pourrait apporter un éclairage sur ce qu'il se passe, notamment dans le domaine du surnaturel et du paranormal. Voilà pour le disclaimer. S'il y en a d'entre vous qui ne sont pas fans de cette théorie, qui n'y croient pas ou qui n'y voient pas d'intérêt, n'hésitez pas à zapper ou peut-être rester pour apprendre des choses et voir dans quel contexte je l'utilise. Et puis le mea culpa, ça découle de ce que je viens de vous dire. J'ai parlé 2 fois dans des épisodes précédents de cette fameuse théorie de la matrice sans jamais la définir. Eh bien écoutez, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui à l'occasion de cet épisode, donc attendez encore un peu pour essayer de comprendre tout ça. Imaginez-vous une vie simple et heureuse. Vous êtes un homme, vous vivez avec votre femme et vos enfants une vie tranquille comme des milliers de personnes sur cette terre. Vous avez une maison et dans cette maison il y a un salon et dans ce salon il y a une lampe. Cette lampe, c'est vous qui l'avez mise là il y a quelques années alors que vous veniez de vous installer avec votre femme dans cette maison et alors que votre premier enfant arrivait. Cette lampe n'a rien de particulier en soi, c'est une lampe simple. Mais un jour, elle vous semble particulièrement étrange. Vous avez l'impression que cette lampe finalement, elle clignote légèrement. Vous vérifiez l'installation électrique, vous vérifiez le câble d'alimentation, il n'y a rien. Pour vous, elle clignote. Vous interrogez votre famille, eux ne la voient pas clignoter, vous dites ok, c'est un phénomène optique. Au fur et à mesure des jours qui vont passer, vous allez de plus en plus voir cette lampe clignoter. Vous êtes le seul à la voir clignoter. Et cela commence à vous obséder. Vous vous posez énormément de questions. Et vous vous dites, comment se fait-il que je sois le seul à voir la lampe clignoter? Les jours passent et la lampe clignote de plus en plus. À tel point que, fasciné, voire hypnotisé par cette sorte de problème en fait électrique que vous êtes le seul à percevoir, vous mettez à rester dans le salon, sur votre canapé et à observer la lampe. Les jours passent et cette obsession tourne en une forme de maladie puisque vous passez vos jours entiers sur le canapé à regarder cette lampe qui clignote de plus en plus et vous semble extrêmement étrange. Votre famille vous demande si tout va bien. Vous ne savez même plus quoi répondre. La lampe clignote, elle est étrange et vous êtes le seul à le voir. Jusqu'au jour où la lampe se met à clignoter de plus en plus fort et elle explose dans une explosion de lumière. À ce moment-là, vous êtes abasourdi. Vous vous réveillez. Les bruits ne vous semblent pas familiers. Vous êtes sur une civière et vous entendez des gens vous appeler, ou en tout cas appeler un prénom que vous ne connaissez pas, mais visiblement ils se tournent vers vous et ils vous demandent comment tu vas, comment tu vas. Vous êtes au milieu d'un match de football américain. Vous êtes sur une civière et vous comprenez que vous venez d'avoir un accident. On vous emmène à l'hôpital et c'est là qu'avec effroi, vous vous rendez compte que vous avez 20 ans et vous venez de subir un choc tellement fort qu'en fait, il vous a fait imaginer toute cette vie
avec votre femme, vos enfants, votre travail, votre petite vie rangée et cette lampe qui pulsait dans votre salon jusqu'à vous rendre fou. Cette histoire est présentée sur Reddit comme réelle. Elle a marqué énormément de personnes. Le témoignage a été fait et a été redocumenté par la suite sans que la personne ne veuille donner son identité réelle afin de ne pas être harcelée à ce sujet. Ce n'est pas la première fois que ce genre d'événement arrive et qui est documenté au niveau scientifique. Et ce témoignage pose une vraie question sur ce que nous pensons être la réalité. Car l'homme qui raconte avoir vécu cette histoire dit qu'il lui aura fallu des années par la suite pour faire le deuil de sa femme qu'il aimait profondément, de ses 2 filles qu'il aimait aussi, et il a dû en quelque sorte apprendre à revivre à partir de l'âge de 20 ans sans l'existence de quelque chose qui pour lui était quelque chose d'évident, quelque chose de sûr, quelque chose de réel. Cette histoire était-elle seulement un simple rêve ou la preuve que la réalité que nous pensons vivre tous les jours est en fait quelque chose d'autre et fait d'une autre matière, d'une autre consistance et d'autres règles que celles que nous pensons absolument évidentes? La théorie d'une fausse réalité n'est pas nouvelle. Elle commence en -400 avant notre ère avec Platon qui lui raconte l'histoire du mythe de la caverne. Alors le mythe de la caverne, c'est l'histoire d'hommes qui sont enfermés au fond d'une grotte et qui en fait sur les murs de la grotte voient les ombres de ce qu'il se passe à l'extérieur. Pour eux, c'est leur réalité. Ce qu'il se passe, leur monde, n'est en fait finalement constitué que de ces ombres et de ces choses qui se passent sur le mur. Et lorsqu'ils sortiront de la caverne, ils s'apercevront que tout cela n'était une projection qui n'a bien sûr à la fois quelque part rien à voir, en tout cas qui n'a pas la profondeur de la réalité telle qu'elle existe en dehors de la caverne, mais qui n'a aussi quelque part de valeur que ce qu'ils ont interprété, puisque une ombre, il peut y avoir 2 choses l'une derrière l'autre, et eux ne voyaient que quelque chose de plat. C'est une métaphore, on l'appelle l'allégorie de la caverne, mais c'est le tout début d'une réflexion philosophique sur ce qu'est la réalité. Et puis bien plus tard, en 1641, il y a Descartes. Donc Descartes était un penseur, un philosophe, et il a émis la théorie du démon trompeur. Il se dit, et s'il y avait un démon qui me trompait sur la réalité? Il pourrait me faire croire tout et n'importe quoi. Mais je n'ai aucune preuve que ce démon existe. Donc, je n'ai aucune preuve que la réalité existe. Descartes était un penseur, un philosophe. Effectivement, on ne peut pas prendre cette théorie du démon trompeur à la lettre, mais il commençait déjà lui aussi à réfléchir sur notre réalité et à se dire il y a plein de choses qui font qu'on ne peut pas être complètement sûr de ce qui nous entoure et finalement de la réalité des choses que nous avons devant nous, ni même de ce que nous pensons dans nos têtes. Et puis bien sûr, il y a le film Matrix en 1999. Alors c'est le film qui a popularisé l'idée d'une simulation de notre monde avec ces hommes et ces femmes qui pensent vivre une vie tous les jours, cette vie étant simulée par des machines, tandis qu'en fait ils sont endormis dans des sortes de sarcophages, dans un état de sommeil profond. Toute la réflexion du film Matrix tourne autour de l'idée, souhaitez-vous prendre la pilule bleue ou la pilule rouge, c'est-à-dire souhaitez-vous voir ce qu'il y a dans la réalité ou souhaitez-vous continuer à dormir finalement et à voir cette réalité simulée qui est peut-être finalement bien plus agréable que la véritable réalité. Et là nous revenons à ce témoignage sur la lampe. On n'a pas eu de suite au niveau du témoin sur Reddit qui a raconté cette histoire, mais on sait que sa réacclimatation dans sa vie réelle était extrêmement délicate, en tout cas au moment où il a témoigné de cela. Matrix était un film largement inspiré par tout le mouvement cyberpunk, par toutes les nouvelles de Philippe K. Dick, mais aussi par le taoïsme et Platon
avec sa fameuse allégorie de la caverne. Il est aussi à noter qu'il y a certaines tribus qui pensent que le monde réel est le monde des rêves, en fait. Eux pensent que la vie que nous avons partagée en étant éveillés n'est pas la vraie vie, mais que la vraie vie se passe dans le monde des rêves. Donc tout ça, ce sont des théories autour de la notion de réalité. Et ces théories sont pour la plupart ou assez anciennes ou assez éloignées de notre monde moderne. Mais qu'en est-il justement de cette idée de matrice aujourd'hui ? Dans sa vidéo « Synchronicity is caused by a magical machine », qui veut dire la synchronicité est réalisée et causée par une machine magique, le youtubeur Third Eye Tyron explique qu'en fait, il est difficile de statuer sur la véracité de ce que l'on appelle aujourd'hui la réalité, car cette réalité est issue de notre fonctionnement mental. C'est là aussi un petit peu difficile à comprendre, mais il explique très bien qu'en fait, tout ce que nous percevons de la réalité ne l'est qu'à travers le prisme de tous nos 5 sens, mais aussi de nos systèmes de référence, de ce qu'on sait, de notre langage, de notre connaissance du monde, et que donc dans cette idée très précise, nous n'avons finalement qu'une idée très partielle et peut-être biaisée de ce que nous appelons la réalité. Et dans ce cadre-là, on se penche uniquement sur le fonctionnement du cerveau. On a donc en fait une micro-vision du monde à travers juste le prisme de nos neurones et de nos sens. Et donc, on aurait une vision de la réalité qui est finalement très personnelle, une personne plus une personne plus une personne, et donc qui peut être biaisée, démontée, comprise, réexpliquée à travers, par exemple, la psychologie. Mais nous allons maintenant un petit peu élargir cette notion grâce à la science. Car à bien y regarder, notre monde entier, l'univers, se comporte parfois comme un véritable programme informatique. Certains scientifiques se sont posé ces questions très philosophiques à travers le prisme donc de la science et du fonctionnement de notre univers. Notamment, certaines choses qui sont assez étonnantes sont que, par exemple, toutes les constantes le sont à différentes échelles, telles que la vitesse de la lumière, qui est toujours constante, ainsi que la gravité par exemple. Donc en fait, notre univers a des règles très fixes. Il se pose la question de savoir pourquoi il y a des constantes universelles, comme la charge des électrons, au lieu d'un chaos infini dans tout ce qui compose notre réalité et donc la matière. En fait, cette théorie a été très bien expliquée par Brandon Carter en 1973, alors qu'il a posé ce qui s'appelle le principe anthropique. Dans ce principe anthropique, il explique que tout est fait comme si l'univers était parfaitement calibré pour que tout se passe de façon ordonnée. C'est lors d'une conférence en Italie pour les 500 ans de Copernic qu'il a posé les bases de cette réflexion. Et à ce moment-là, dans ce qu'il veut dire, il explique que tout est tellement finement ajusté qu'une micro-variation, qu'une moindre variation de tout cela changerait complètement l'univers et ne permettrait même pas peut-être son existence. Il explique par exemple que si la force nucléaire forte était un tout petit peu plus faible, les étoiles ne pourraient pas produire d'éléments lourds comme le carbone et donc la vie serait absolument impossible. Et lorsqu'il affirme cela, Carter sous-tend une question troublante. Et si tout cela n'était pas dû au hasard? Et ça va même plus loin. Il se demande si l'univers n'était pas tout simplement calibré et réglé pour qu'il existe en son sein des observateurs comme nous. Et là, sa réflexion philosophique est que tout simplement cela doit être fait pour que nous existions, nous, avec notre regard conscient, parce que tout simplement, si c'était pas fait pour ça, eh bien, nous ne serions pas là pour le constater. Et cela vient rejoindre les travaux de Max Planck, qui ont été faits en 1900, dans sa théorie qui porte un nom allemand que je ne sais pas prononcer, mais qui est la théorie de la quantification nommée
sur la théorie de la loi de distribution de l'énergie dans le spectre normal. Et lui, il a cherché à comprendre en fait comment se comportait l'énergie, notamment dans un corps chauffé. Parce qu'à ce moment-là, les théories classiques ne semblaient pas pouvoir expliquer la répartition de l'énergie à certaines fréquences, ce qui s'appelle la catastrophe ultraviolette, et donc d'après les théories en place à ce moment-là, il y aurait dû avoir une quantité infinie d'énergie qui était produite dans un matériau chauffé. Pour résoudre ce problème, il a proposé une théorie différente qui s'appelle la théorie des quanta. Il a proposé que l'ensemble d'informations ne soit pas un flot continu, mais qu'il soit finalement discontinu. Et là où ça a un rapport avec la théorie de la matrice, c'est que si ce qu'il appelle ces quanta, qui sont en fait des sortes de paquets discrets, sont appliqués à l'échelle de l'univers et donc de notre compréhension de la réalité, cela veut dire en quelque sorte que tout serait organisé comme un système informatique, comme des pixels sur un écran, c'est-à-dire que tout ne serait pas fluide et continu, mais qu'on serait bien là en face d'un système qui règle notre cosmos et se fait par des formes de type informatique comme des pixels, des octets, c'est-à-dire des paquets d'informations. Planck est considéré comme un des pères de la physique quantique et ses théories, et notamment celle-ci, a ouvert encore beaucoup de choses au niveau de la recherche et notamment des théories absolument radicales comme celle de Bostrom. Nick Bostrom est un professeur de philosophie suédois et à l'époque où il va sortir sa théorie, en 2003, il enseigne à Oxford. Il va sortir un article majeur qui s'appelle « Are you living in a computer simulation ?» qui veut dire « Vivez-vous dans une simulation informatique ?» Bostrom ne dit pas directement que nous vivons dans une simulation, mais il propose un raisonnement par probabilité, c'est l'argument de la simulation. Il va partir d'un principe fondamental. Il se dit, si des civilisations arrivent à créer des réalités simulées, c'est-à-dire des réalités où des êtres conscients ne vivent pas la réalité biologique, mais peuvent vivre des réalités simulées, alors elles pourront en créer des milliards. Et dans ce cas-là, il y aurait donc forcément beaucoup plus de réalités simulées que de réalités biologique. Si on prend une âme, une conscience complètement au hasard, il y a plus de chances qu'elle vive dans une réalité simulée que dans une réalité biologique. C'est là qu'il construit ce qu'il appelle son trilemme, c'est-à-dire non pas un dilemme avec 2 idées, mais un trilemme avec 3 idées. Là, il y a 3 possibilités. Soit les civilisations disparaissent avant de pouvoir créer des simulations, soit les civilisations peuvent créer des simulations mais choisissent de ne pas le faire, soit les civilisations décident de faire ces simulations et dans ces cas-là, de façon statistique, il y a beaucoup plus de chances que nous vivions dans une simulation que dans le réel. Et Bostrom souligne lui-même que son raisonnement se base sur une hypothèse audacieuse, c'est-à-dire que la conscience ne serait pas liée au fait d'avoir finalement une forme biologique, un cerveau biologique. En d'autres termes, le fait d'être conscient ne dépendrait pas du fait d'être une entité en chair et en os. La conscience pourrait finalement émerger de n'importe quel système capable d'émuler le fonctionnement des neurones. Si l'on suit les propositions de Bostrom, ou en tout cas ce qu'il affirme, un ordinateur pourrait émuler une forme de conscience. Et c'est là que la théorie de la matrice commence réellement à prendre forme, puisque s'il est possible d'émuler, d'imiter, de refaire une forme de conscience grâce à des systèmes informatiques, alors cela veut aussi dire qu'il pourrait y avoir des erreurs et des bugs dans ce programme. Et justement, certaines anomalies dans notre perception, notamment du temps et de l'histoire, pourraient être des preuves de ces incohérences, de ces bugs dans ce programme informatique. Il est vrai que notre perception du temps est parfois un peu biaisée. Savez-vous par exemple qu'en France la guillotine a été utilisée pour la dernière fois la même année que la sortie du premier film Star Wars? Ou encore que la reine Elisabeth d'Angleterre est née la même année que Marilyn Monroe?
Ces rapprochements, pourtant vrais, nous semblent absolument impossibles. Et certains avancent que ce sentiment de décalage, finalement, est la preuve d'un bug dans la matrice, comme s'il y avait une partie de ce code qui constitue notre réalité qui aurait pu être réécrit. C'est là que nous allons arriver très naturellement sur l'effet Mandela. L'effet Mandela a été nommé par rapport à des dizaines, des centaines de témoignages qui ont été donnés sur Internet par rapport à la date de décès de Nelson Mandela. En effet, il y a énormément de personnes qui se sont aperçues qu'ils étaient persuadés que Nelson Mandela était décédé en prison dans les années 1980. Ils se souviennent parfaitement avoir entendu l'information à la télévision, avoir échangé avec leurs proches à ce sujet, alors que pas du tout, Nelson Mandela est décédé en dehors de prison en 2013. Et des exemples comme ça, il y en a des dizaines à partir du moment où l'effet Mandela a commencé à exister dans la réalité des gens, c'est-à-dire lorsqu'ils ont commencé à échanger des témoignages à ce sujet, ils ont soudainement trouvé plein de choses qui n'étaient pas telles qu'ils s'en souvenaient. Alors il y a énormément d'exemples sur la culture américaine, j'ai essayé d'en trouver quand même quelques-uns qui avaient trait avec notre culture française, ou en tout cas que nous connaissions bien en France. Par exemple, le cas de C3PO, l'humanoïde dans Star Wars, c'est-à-dire le robot à forme d'être humain, où tout le monde pense qu'en fait il est entièrement de couleur dorée, mais finalement, il avait une jambe, c'est-à-dire la partie de son genou jusqu'à son pied, qui était argentée. Oui, il avait une partie de son corps qui était d'une couleur différente, et ça, beaucoup de personnes ne semblaient pas l'avoir remarqué et se sont dit, c'est étrange, ce n'était pas comme ça avant. Évidemment, il y a aussi dans Star Wars la très fameuse phrase « Luke, je suis ton père » qui a été répétée des dizaines de fois par tout le monde, alors que dans le film, il ne dirait pas « Luke, je suis ton père », mais « Non, je suis ton père ». Autre exemple avec Pikachu qui aurait une queue en forme d'éclair jaune dont le bout est noir, mais en fait finalement il n'a jamais eu le bout noir, il a toujours eu une queue en forme d'éclair jaune, et il y a plein d'exemples comme ça. Si vous recherchez autour de l'effet Mandela, peut-être que vous le connaissez déjà. Bon, moi personnellement, mon effet Mandela récent a été à l'occasion de l'affaire Dupont de Ligonnès, où en fait quand j'ai réentendu, vous savez, l'histoire comme quoi il aurait peut-être été retrouvé, Xavier Dupont de Ligonnès, j'ai dit ah mais cette histoire en fait elle date carrément, ça date d'il y a, je sais pas, peut-être 20 ans, j'avais l'impression que j'avais entendu parler de ça quand j'étais gamine. Pas du tout, elle date de 2011. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous pensiez que cette affaire, elle était mais bien plus ancienne que ça. Moi, personnellement, je me suis dit, tiens, c'est mon effet Mandela personnel. J'ai trouvé ça complètement hallucinant. Mais bref, continuons. Du coup, tout le monde se demande, est-ce qu'il est possible qu'il y ait une sorte de version de notre monde, de notre histoire, de la réalité, qui ait changé, qui ait été réécrite, comme s'il y avait un bug, ou finalement quelque chose ou quelqu'un qui aurait réécrit une partie de notre narratif. Ceci, malgré le fait que certaines personnes n'auraient pas été victimes de cet effet, ou en tout cas s'en seraient aperçues, puisqu'ils pensent trouver, avec l'effet de Mandela, plein de preuves que notre réalité, quelque part, a été trafiquée. À ce moment-là, il y a une question évidente qui se pose. Pourquoi les effets Mandela touchent particulièrement la pop culture, donc des logos, des personnages de films, des œuvres de fiction, plutôt que d'autres choses plus importantes, comme par exemple des grands événements historiques. Si on suit la théorie de la simulation, cette réécriture du monde toucherait des données moins sensibles, des données moins importantes. Ou alors que ces éléments de mémoire, s'ils étaient écrits dans la continuité d'une forme de programme informatique tel qu'on le connaît aujourd'hui ou qu'on peut l'imaginer, auraient pu être des données moins bien stockées, qui auraient pu être endommagées finalement. Et dans l'optique d'une matrice, transformer ce genre de choses serait beaucoup moins dangereux que de transformer des objets mentaux, des souvenirs beaucoup plus importants et qui pourraient avoir un impact significatif sur notre histoire. Puis finalement, ces bugs subtils et dérangeants quand même pourraient avoir une utilité. Ils pourraient servir pour que certains se rendent compte qu'effectivement tout cela n'est qu'une simulation.
D'autant que la fiction en elle-même questionne déjà la réalité. La fiction, les œuvres de fiction, l'imaginaire, le fantastique sont déjà des zones grises entre une forme de réalité que nous partageons tous et quelque chose qui se passe dans nos cerveaux, dans notre réalité mentale. On pourrait aussi imaginer que ce sont dans ces zones grises que des modifications subtiles ou en tout cas que des bugs perceptibles puissent se cacher. Mais les anomalies dans la matrice ne se limiteraient pas à ces épiphénomènes de mémoire finalement. Il y a des personnes qui relatent très concrètement avoir vu ou vécu des glitches dans leur réalité quotidienne. Comme par exemple cet objet qui réapparaît de façon un peu magique à l'endroit où vous avez déjà cherché 3, 4 ou 5 fois. Ça vous est déjà arrivé, n'est-ce pas? Ce genre d'événement qui nous donne l'impression troublante que la réalité s'est finalement réajustée et réadaptée lorsqu'on ne regardait pas. Attendez, on va avoir d'autres exemples concrets de cela. Une fois qu'on est bien installé dans cette théorie de la matrice et sa possible réalité, nous allons voir s'il y a des parallèles avec ce que nous savons sur l'informatique et pourquoi pas les jeux vidéo, puisque ce sont par définition des réalités simulées, parfois partagées en temps réel entre plusieurs personnes. Nous allons voir si nous pouvons trouver des similitudes avec ce que nous appelons aujourd'hui la réalité. Dans une vidéo nommée The Gateway Process, le youtubeur Spiritual Dive fait un parallèle extrêmement intéressant entre des travaux effectués par la CIA sur la réalité de notre conscience et justement le côté un peu jeu vidéo, avec la possibilité qu'il y ait des gens sur Terre qui ne sont tout simplement pas conscients d'être conscients. Ces personnes-là ne seraient pas incarnées, n'auraient pas conscience de la réalité qui se situe autour d'eux. Car la conscience, justement, c'est-à-dire notre capacité à savoir que nous sommes vivants, mais aussi à prendre du recul là-dessus et à imaginer notre position sur Terre, dans l'univers et sur notre environnement, est aussi ce qui façonne une partie de ce que nous appelons la réalité. Dans cette vidéo extrêmement intéressante, il pose la question et la possibilité que certaines personnes n'ayant pas conscience de leur rôle, de leur position dans l'univers et sur cette terre, seraient finalement assez désincarnées pour être comme des personnages programmés mais non conscients, non réels. Cela pourrait être comme des personnages de vidéos non joueurs. Et cela, c'est quelque chose que Dolores Cannon a énormément étudié. En fait, Dolores Cannon a passé sa vie à étudier les états modifiés de conscience et a notamment beaucoup travaillé sur l'hypnose régressive. L'hypnose régressive est une technique qui permettrait de fouiller dans ses vies antérieures et de faire revenir des souvenirs d'un passé que l'on a complètement oublié. Et au fur et à mesure de milliers de sessions, Dolores Cannon s'est aperçue de témoignages troublants qui revenaient très souvent. Certaines personnes sous hypnose profonde parlaient d'une réalité programmée. Et dans cette réalité programmée, certaines personnes seraient vraiment conscientes et d'autres seraient des NPC, des personnages non joueurs, des personnes non conscientes qui sont juste là pour passer, faire un décor. Alors du coup, ces deux idées se rejoignent entre celle du vidéaste Gateway Process qui nous parle des travaux de la CIA sur la capacité de co-construire la réalité grâce à notre conscience et les travaux, ou en tout cas les conclusions des travaux de Dolores Cannon qui, elle, a étudié des milliers de personnes dans des cas d'hypnose profonde et ces personnes dans les cas d'hypnose profonde parlaient de personnes non incarnées. Pour que vous puissiez vous faire un petit parallèle par rapport à ce qu'ils disent tous les deux, c'est un peu comme si soudainement vous arrêtiez au milieu de la foule, que vous regardiez tout autour de vous ce qu'il se passe, les gens qui tournent, en vous posant la question finalement, sont-ils réels? Comme s'ils
passaient juste pour faire une sorte de décor autour de vous, mais qu'ils n'étaient pas vraiment là. Et ces êtres non incarnés n'auraient finalement pas de véritable autonomie. Il y a aussi des témoignages assez troublants. Dans une vidéo récente qui s'appelle « Ils ouvrent des portails », la youtubeuse Hayley Reese, qui est suivie par plus d'1 million d'abonnés et qui justement se fait une spécialité de lire des témoignages qu'elle trouve concernant plein de choses étranges, a fait connaître des témoignages assez troublants, des histoires vraiment étranges qui seraient arrivées à des personnes très récemment. Nous avons l'histoire d'une famille qui s'est aperçue du jour au lendemain de véritables bugs dans leur réalité quotidienne. Un bug par exemple a été qu'un jour, quand le père de famille est rentré à la maison, il s'est aperçu que certains objets chez lui étaient présents soit en double, soit n'étaient plus de la même couleur que ce qu'il avait acheté. La mère de famille, quant à elle, s'est aperçue que certains meubles avaient complètement bougé de place, notamment par exemple le canapé qui n'était plus face à la cheminée, mais qui avait été mis en biais. Ces choses-là, ils ont essayé de le documenter et d'en parler entre eux en se demandant ce qu'il se passait. Et ces phénomènes sont commencés à devenir récurrents. Par exemple, le père de famille est parti au travail, comme tous les jours. Alors qu'il va pour sortir de sa journée de travail, il se met à chercher ses clés. Impossible de les trouver. Il appelle sa femme. Tes clés sont à la maison, là, sur le meuble de l'entrée. Il se pose alors la question de savoir, très bien, si mes clés sont à la maison, comment j'ai fait pour sortir de la maison et la verrouiller, prendre ma voiture, conduire, verrouiller ma voiture? Comment les clés ont-elles pu revenir? Et cela va même jusqu'à ce qu'un jour, la famille entière ouvre la porte, leur chien traverse la route, malheureusement il a un accident, ils partent tous chez le vétérinaire qui leur apprend que ils ne peuvent pas sauver leur chien, ils pleurent énormément, ils sont obligés de faire partir artificiellement leur chien. Ils reviennent à la maison après tout ça et retrouvent leur chien bien vivant à la maison. C'est une histoire qui est assez troublante parce qu'il y a là toute une famille qui explique qu'en fait ils ne comprennent pas comment en plusieurs mois des choses comme ça ont pu se passer. Et cela pourrait complètement être validé si on accepte cette fameuse théorie de la matrice qui est générée par quelque chose qui lui-même ne serait pas infaillible ou peut-être qui pourrait être corrompu, qui modifierait en fait notre réalité. Ce sont des exemples ponctuels, mais il y en a des centaines, voire des milliers de témoignages comme ça. Ne me dites pas que l'idée de chercher un objet et de le retrouver à l'endroit exact où vous avez déjà regardé 5 fois, ça ne vous est pas déjà arrivé. Ça me paraît évident que ça arrive à tout le monde. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à me raconter les anecdotes qui pourraient vous faire vous aussi penser que nous vivons peut-être dans une réalité simulée. Et si on part uniquement sur cette idée d'une matrice, il n'y a pas que la simulation du coup qui est en jeu, il y aurait peut-être aussi l'idée que plusieurs scénarios peuvent se superposer. En quantique, on commence à admettre la superposition d'états et donc la superposition de réalités. Il pourrait aussi être possible que dans un monde simulé, plusieurs possibilités, plusieurs scénarios s'intercroisent, se superposent, voire sont remplacés les uns par les autres. Et là, comme je l'évoquais en début d'épisode, c'est évidemment une explication qui pourrait parfaitement venir éclairer tous les phénomènes surnaturels, étranges, insolites, paranormaux dont nous parlons régulièrement sur cette chaîne. Les lévitations, comme celle de Daniel Home, ou encore toutes ces zones d'anomalie, comme si il y avait des endroits spécifiques sur notre Terre qui aient pu être mal codés, tout simplement, comme s'il y avait une forme de trame de la réalité, qui n'est donc pas une sorte de projection de consensus scientifique qui marche pareil pour tout le monde à tout moment et partout, mais qu'il puisse y avoir des endroits, des moments ou des personnes qui ont la capacité à échapper
à ces règles et donc finalement la possibilité qu'il y ait des glitches, des bugs et des endroits qui ne soient pas programmés de la même façon, ce qui pourrait expliquer beaucoup de choses dans tous les sujets qu'on aborde. Et puis si tout le monde actuel, le monde contemporain n'était pas finalement en train de nous habituer à vivre dans une matrice, dans une forme de simulation. Pensez à tout ce qui se passe actuellement au niveau technologique. Je viens d'évoquer bien sûr les théories quantiques avec la superposition des états, mais il y a aussi tout un système aujourd'hui, notamment au niveau des informations échangées sur Internet, qui sont du domaine du deepfake, de l'IA, une hyperconnexion permanente aux ordinateurs, aux téléphones portables notamment, qui nous envoie des informations, qui nous réveille ou en tout cas qui nous perturbe dans notre réalité quotidienne. Et toute cette hyperstimulation informatique, toutes ces couches de réalité qui se superposent sont déjà en train de nous pousser à ne plus savoir ce qui est vrai et faux, un peu comme si on était déjà en train de créer notre propre matrice de réalité. Et cette nouvelle matrice, nous en serions à la fois les créateurs et les prisonniers. Alors d'après vous, la matrice, une construction mentale, une théorie philosophique ou quelque chose qui pourrait bien expliquer de nombreux phénomènes étranges? Qu'en pensez-vous? Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, si vous avez appris quelque chose, sachez qu'il n'y a pas une, ni deux, ni trois façons de m'aider, mais bien 10 façons de nous soutenir. Tout est dans la description de la vidéo. Je vais vous mettre ici et là, comme d'habitude, des playlists pour continuer à enquêter avec moi sur les mystères de notre planète. Moi, je vais essayer de retrouver le bouton like. Il était là, il était plus là, il était là, il était plus là. Bon, je pense qu'on va y arriver. D'ici à la prochaine, portez-vous bien. Et moi, je vous dis ciao. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Attends, j'ai un cheveu. Allez, fin de l'épisode.